Avant de rencontrer Suzy, j'étais complètement ignorant du concept de flirt. Pour moi, ça aurait pu être une marque italienne chic de suppositoire. Cette soirée reste gravée dans ma mémoire. Un groupe d'environ 12 personnes s'était réuni pour un dîner décontracté chez Alan Johnston et Claire Jenkins, pour célébrer leurs fiançailles. En tant qu'étudiant en dernière année à l'université d'Édimbourg, je réalisais que le printemps amenait souvent des ultimatums dans les relations, les couples s'engageaient ou se séparaient en prévision de la vie post-diplôme. Je pensais être dans une relation stable, prêt pour la prochaine étape, mais j'ai été pris au dépourvu par une rupture. Le fait que cela se soit produit le jour de la Saint-Valentin rendait la chose encore plus douloureuse. Bien que je n'étais pas follement amoureux de Carole, ma petite amie depuis 2 ans, notre situation de cohabitation compliquait les choses. Pour ne rien arranger, des rumeurs circulaient sur ses nombreuses aventures sur le campus avant les examens finaux. C'était blessant, mais je réalisais que son manque de respect pourrait en fait accélérer mon processus de guérison. Si elle pouvait si facilement devenir juste une fille facile du campus, peut-être que j'évitais une balle. Mon humeur morose a persisté pendant quelques semaines, mais j'étais déterminé à faire bonne figure pour Alan et Claire, qui avaient eu la délicatesse d'exclure Carole de la liste des invités. Leur loyauté méritait mes meilleurs efforts. Bien qu'une soirée de fiançailles fût le dernier endroit où je voulais être, le charme de Suzy a transformé ce qui aurait pu être une soirée difficile en un moment agréable. La conversation du dîner tournait autour des stratégies d'examen, des projets post-diplôme et des aspirations futures. Je me souviens vivement du dessert, une mousse au chocolat noir maison servie dans de petits ramequins en porcelaine blanche, malheureusement en nombre limité. Je venais de prendre le dernier ramequin sur la table du buffet quand j'ai remarqué la jolie blonde à côté de moi qui semblait déçue. « Tu peux avoir le mien ?» ai-je dit. « Ça ressemble à une promesse ?» a-t-elle rapidement répondu avec son doux accent du sud de l'Angleterre, m'offrant un grand sourire et un clin d'œil. « Et je ne dirai pas non à ta mousse non plus. » J'ai dû rester là, stupéfait, pendant qu'elle tendait la main pour prendre le ramequin. « Merci, » dit-elle, en prenant la cuillère sur la table. « Je crois qu'on ne se connaît pas. Je suis Suzy Dunn. »« Enchanté, Suzy, ai-je ri. Jamie Donald, mais mes amis m'appellent JD. »« J'aime bien, » dit-elle. « On dirait que tu as un esprit fort avec un bon contrôle de soi. » Nous avons commencé à bavarder et il s'est avéré que Suzy faisait partie d'un des groupes d'études de Claire et que Claire l'avait invitée pour aider aux préparatifs de la soirée. J'ai été immédiatement attiré par son sens de l'humour espiègle. En plus d'avoir un excellent sens de l'humour, elle était très jolie, avec des seins fermes et des fesses rondes et bien dessinées. Le tableau était complété par ses grands yeux bleus, qu'elle levait malicieusement en m'envoyant un sourire passionné et langoureux, qui me rendait comme de la pâte à modeler entre ses mains. Je m'imaginais une femme sexy, spirituelle, intelligente et amusante avec un petit côté Barbie. Ce n'est que quelques semaines plus tard que j'ai réalisé être tombé dans un plan bien calculé. L'invitation de Suzy par Claire n'était pas destinée à aider aux préparatifs. Mais peu importait, nous formions déjà un couple à ce moment-là. Suzy adorait les allusions coquines et pouvait être très audacieuse. Chaque fois que quelqu'un lui demandait comment nous nous étions rencontrés, elle répondait avec un sourire malicieux en imitant mon accent écossais que je lui avais proposé de lui donner ma souris parce que je voulais son chaton. Cette nuit-là, au dîner d'Alan et Claire, je n'ai pas eu son chaton, mais je l'ai raccompagné chez elle et j'ai eu droit à un long baiser d'au revoir. Nous semblions tous les deux réaliser que nous étions au bord d'une nouvelle relation. Quand je lui ai demandé de la revoir, elle a réfléchi un moment, et j'ai cru avoir mal interprété la situation. « Eh bien, » dit-elle, « beaucoup de gars m'aiment bien, mais j'ai aussi des ennemis. Es-tu l'un d'entre eux ?» J'ai souri de soulagement et j'ai joué le jeu. « Je me sentirais complètement idiot si je l'étais, » ai-je répondu, et nous avons ri tous les deux. Une semaine après notre second rendez-vous, nous nous sommes retrouvés au lit. Je l'ai emmené chez Pierre, mon restaurant français préféré dans la vieille ville d'Édimbourg, caché parmi les ruelles étroites près du château. Nous avons eu un délicieux dîner avec une bonne bouteille de Côte-du-Rhône. Après cela, j'ai décidé d'utiliser la phrase la plus suggestive que je pouvais imaginer, sachant à ce stade qu'elle adorait les sous-entendus coquins. « Voudrais-tu monter voir mes gravures ?» ai-je demandé. Elle a gloussé. « J'adorerais. Tu pourras peut-être me montrer ta technique artistique. » Dans la chambre, Suzy était passionnée, sexy, coquine et suggestive. Le lendemain matin, les allusions ne s'arrêtaient plus. « Comment aimes-tu ton café ?»
Lui ai-je demandé. Chaud, crémeux et mouillé, a-t-elle répondu, comme moi. Au cours de l'été, Suzy et moi vivions déjà ensemble. Nous sommes restés à Édimbourg après l'obtention de nos diplômes universitaires et avons tous les deux réussi à trouver de très bons emplois. Les services financiers sont l'épine dorsale de l'économie locale et c'est là que nous avons trouvé notre opportunité. Malgré l'apparente insuffisance de ses études universitaires, quelques semaines après l'obtention de son diplôme, Suzy s'est vue offrir un poste dans le service clientèle chez Alpha General and Financial Asset Management, une société de gestion d'actifs financiers de premier plan. Mon expérience de recherche d'emploi était très différente. J'ai dû passer par un processus de sélection brutale avant de décrocher un poste de stagiaire en opération commerciale dans l'une des plus grandes banques. Bien qu'elle soit appelée une ville, Édimbourg ressemble davantage à un puzzle de quartiers et de villages. Au centre, il y a une magnifique vieille ville médiévale avec un immense château perché sur une falaise rocheuse surplombant la soi-disant nouvelle ville, qui a 250 ans et se compose de maisons géorgiennes classiques bordées de rues et jardins élégants. Suzy et moi avons signé un bail pour un appartement au rez-de-chaussée dans l'une de ces belles maisons anciennes. Ce n'était qu'à 10 minutes à pied du bureau de Suzy. Il me fallait une demi-heure pour me rendre au siège de la banque dans la périphérie ouest de la ville en tramway, mais ce n'était pas difficile. Le seul point négatif était la plomberie et le câblage électrique ancien de la maison. Qui a eu l'idée de mettre un interrupteur sur le cadre de la porte ou une prise dans la plainte? Pittoresque est une belle description, mais peu fiable serait plus précis. De temps en temps, nous plongions dans l'obscurité quand le tableau électrique décidait que ses circuits étaient surchargés. La chaudière à gaz semblait aussi avoir ses propres caprices, s'allumant à contre-cœur pour nous fournir de l'eau chaude. Notre vie sociale était incroyable. Édimbourg est une capitale culturelle avec des théâtres, des galeries, des pubs, des clubs et des restaurants proposant une cuisine des quatre coins du monde. L'ambiance ici est extraordinaire et les événements majeurs comme le Festival d'Édimbourg annuel en août et les célébrations du Nouvel An Hogmanay en font l'une des meilleures villes festives au monde. Suzy et moi travaillions dur pour lancer nos carrières, mais les week-ends, nous profitions pleinement de la vie et il semblait que tout nous réussissait. Moins d'un an après notre rencontre, nous nous sommes mariés et Suzy est devenue Madame Boydonald. Nos deux familles et notre petit groupe d'amis étaient très heureux pour nous. En Écosse, on peut se marier presque n'importe où et notre célébration a eu lieu dans l'une des tavernes les plus célèbres de la vieille ville. Les demoiselles d'honneur anglaises ont particulièrement apprécié l'attention des Écossais en kilt. Suzy savait déjà par expérience qu'un Écossais ne porte rien sous son kilt, mais ses amies d'Angleterre voulaient le vérifier par elles-mêmes. Beaucoup de tendres roses anglaises ont enlacé des chardons écossais cette nuit-là et ont reçu la réponse qu'elles cherchaient. Ils ne portent rien, tout est en ordre de marche. C'était une excellente fête et tout le monde était en bonne condition comme on dit. Traditionnellement, personne ne devrait partir avant les jeunes mariés. Suzy et moi étions sur le point de nous éclipser discrètement vers minuit quand Claire l'a retenu, l'entraînant dans une conversation entre filles pendant qu'Alan insistait pour que je le rejoigne au bar pour un tête-à-tête. Alan était très ivre. « Tu es un type formidable », m'a-t-il dit, en bégayant légèrement et en me donnant une tape amicale dans le dos. Il s'est penché vers moi d'un air conspirateur. « Je suis sûr que Suzy et toi serez bien ensemble. Ignore simplement tous ces sous-entendus. »« Ne t'inquiète pas », ai-je répondu. « Je peux gérer ça. C'est l'une des choses que j'aime chez Suzy. » Il a semblé perplexe. « Bon, je suis sûr que tout ça appartient au passé de toute façon. » Je ne savais pas où menait cette conversation et il semblait avoir perdu le fil de ce qu'il voulait dire. Je me demande combien Alan avait pu boire, mais Claire est venue chercher son mari éméché et nous a laissé, Suzy et moi, nous éclipser. La vie avec Suzy était tout ce que je désirais. Nous étions au cœur de l'une des meilleures villes du monde, travaillant dans des entreprises de premier plan avec des carrières prometteuses et notre vie sexuelle était incroyablement bonne. Bien sûr, les sous-entendus étaient nos compagnons constants. Mon surnom affectueux pour elle était Juicy Sue. Je savais toujours quand elle était d'humeur coquine. « Tu es content de me voir ou c'est un revolver dans ta poche ?» me demandait-elle quand je rentrais du travail. Presque chaque samedi, elle demandait si nous devions manger dehors ou rester manger à la maison. Si elle voulait se coucher tôt, au dîner elle me demandait ce que je voulais comme dessert. Tarte aux pommes à la crème ou reste de tarte à la crème. Allongée dans le lit un matin de week-end, elle me souriait et m'offrait le petit déjeuner avec du miel.
Les sous-entendus de Suzy s'étendaient au-delà de notre vie personnelle. Elle parlait souvent des problèmes de travail, des charges de travail et des missions dans la même veine. Jeff est un peu dense dans tous les sens du terme, disait-elle en gloussant. Ou Sheila aime travailler sous Charlie. J'espère qu'elle peut gérer la lourde charge de travail. Ou la secrétaire d'Henry est très flexible. J'ai entendu dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour lui plaire. Le premier signe que tout n'allait pas bien est venu lors d'une de ces fêtes dégoûtantes et autoglorifiantes que le secteur financier organise de temps en temps. Celle-ci était juste avant le début de la campagne politique de l'année électorale. Toutes les personnes influentes possibles étaient invitées, ainsi que les politiciens locaux, dont les museaux étaient plongés dans les coupes de champagne et les canapés. Les échelons inférieurs de la direction de notre banque et nos collègues d'autres organisations devaient être présents pour lécher les bottes autant que possible ou se livrer à la flagornerie. Je suppose qu'il y avait environ 400 ou 500 personnes au total, ce qui n'est pas beaucoup pour un tel événement, mais Édimbourg ressemble parfois plus à une ville qu'à une métropole. Suzy et moi étions présents avec nos collègues, mais nous étions tous pris dans la routine des sourires et des conversations avec les contacts clés, donc au-delà d'un rapide salut de la main, Suzy et moi n'avons pas parlé de toute la soirée. Très peu de nos collègues savaient que Suzy et moi étions apparentés car Suzy continuait d'utiliser son nom de jeune fille au travail. Je trouvais valables ces arguments selon lesquels mon bon nom écossais, Donald, était associé au racisme, au sexisme, à la xénophobie et à divers autres attributs indésirables, y compris une coiffure extravagante. Ainsi au travail, Suzy Dunn travaillait chez Agfam, et pendant son temps libre, Suzy Donald profitait de la compagnie de son mari heureux. Les politiciens peuvent être incroyablement négligents ainsi qu'arrogants et hautains. Pourquoi nous leur faisons confiance pour faire quoi que ce soit d'autre qu'ouvrir une porte me dépasse. Ajoutez l'alcool gratuit au mélange et vous obtenez une recette ambulante pour le désastre. Tom Hutton était un politicien local démodé, chauve avec un ventre de bière. Il était en politique depuis plus de 40 ans, gravissant les échelons par tous les moyens, loyaux ou déloyaux, et maintenant il présidait le comité des finances et des investissements de la ville. Hutton avait survécu à toutes sortes de scandales politiques au fil des ans et son surnom était Téflon Tom. Rien ne collait à lui, généralement parce qu'il prenait toujours soin de lui-même. Ses passe-temps incluaient, disait-on, la boisson et les femmes, et il s'était marié 3 fois et divorcé 2 fois. L'actuelle Madame Ray Hutton était d'origine d'Europe de l'Est et on disait qu'elle avait auparavant travaillé comme artiste ou danseuse exotique. Il y avait un débat pour savoir si elle était une danseuse polonaise ou si sa spécialité était la pole dance. Certains affirmaient même qu'elle était en quelque sorte liée à la Laponie. Parcourant les allées lors de la réception, Téflon Tom s'est finalement retrouvé dans notre zone et a décidé de nous gratifier de sa présence pendant un moment. Son visage rougi témoignait des généreuses quantités de champagne qu'il avait déjà consommées. Serrant un autre verre de champagne fermement dans son poing, il semblait incapable de regarder quiconque dans les yeux en parlant, scrutant la salle pour voir qui d'autre était présent. Bien sûr, j'avais entendu parler de lui, mais c'était la première fois que nous nous rencontrions, et il m'a immédiatement pris en grippe. Je n'ai réalisé qu'au dernier moment que mes collègues s'étaient évaporés comme neige au soleil, sachant pertinemment que Hutton était un narcissique ennuyeux qui serait parmi les derniers à partir. Je suis resté par devoir, feignant d'être intéressé par ce que ce vieux personnage visqueux avait à dire. Je me consolais en pensant qu'il était une personne importante et que je recevrais des points pour mes compétences diplomatiques auprès des dirigeants de notre banque. Notre conversation banale sur la bonne gestion de la ville sous la direction de Téflon Tom et ses collègues commençait à s'estomper. Bien sûr, je n'allais pas contredire sa vision selon laquelle il avait raison et tous les autres torts, même si la ville avait maintenant plus de dettes financières que jamais. Je connaissais un peu les finances de la ville car celle-ci utilisait notre banque pour les recettes fiscales, les transferts financiers et les paiements aux fournisseurs. Il y avait des rumeurs de coûts croissants pour certains projets d'investissement de la ville, mais Hutton affirmait que tout allait pour le mieux. Il s'est longuement vanté de ses plus grands efforts pour le bien des contribuables et je me contentais de sourire et d'acquiescer de temps en temps, ce qui semblait être tout ce qu'on attendait de moi. J'espérais pouvoir m'échapper quand il s'est tu un moment, mais partir n'était pas si simple. Son regard errant a repéré un serveur qui passait, à qui il a ordonné d'apporter plus de champagne. Hutton était clairement un homme qui aimait s'écouter parler. Probablement parce que j'étais un bon auditeur et que je n'essayais pas de placer un mot, il semblait m'avoir pris en affection.
Le serveur est rapidement revenu avec 2 verres de champagne et Teflon-Tom les a saisis tous les deux, m'en tendant un. « Vous êtes un bon gars, Jamie » a-t-il dit, scrutant à nouveau la salle à la recherche de contacts potentiellement utiles. « Dites-moi, vous les banquiers, vous fréquentez parfois les gens des services financiers ?» La question semblait anodine, mais je n'ai pas eu l'occasion de répondre, et ce qu'il a dit ensuite m'a déstabilisé. « Vous devriez essayer. Certaines d'entre elles aiment s'amuser, si vous voyez ce que je veux dire, et on ne parle pas de chiens. Suzy Dunn d'Agfam est d'une beauté stupéfiante. Vous devriez tenter votre chance si l'occasion se présente. Tout le monde l'appelle SD. Mais pas pour ses initiales. SD. Sexe d'or. Si Hutton m'avait prêté attention au lieu de regarder autour de la pièce, ricanant après ce qu'il croyait être une remarque spirituelle, il aurait remarqué ma réaction. J'étais très en colère, mais j'ai réussi à me contenir. Ce vieil homme arrogant calomniait ma femme, mais la violence n'était pas la solution. De toute façon, je savais que ce genre d'insinuation ignoble était très probablement loin de la réalité. « Est-ce vrai ?» ai-je répondu froidement. « Je crois savoir de qui vous parlez, mais j'ai entendu dire qu'elle était mariée. » Hutton n'a pas saisi l'allusion et a continué comme si de rien n'était, croyant à tort que mon hostilité manifeste était une question de moralité. « Ça ne la dérange pas, mais si c'est un problème pour vous, essayez les autres. Janet Strong adore le bon sexe. Si vous leur offrez un peu d'affaires, elles vous le rendront bien. Pas de tracas, et tout le monde est content. » C'était du moins mon expérience. Il a de nouveau regardé par-dessus mon épaule ce qui se passait autour de lui, mais est ensuite revenu vers moi et a semblé comprendre que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Il m'a regardé attentivement de ses yeux vitreux et ivres, puis m'a adressé un de ces sourires hypocrites qui sont la spécialité des faux politiciens et des gangsters dangereux. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Jamie. Je mentionnerai votre nom à votre patron la prochaine fois que je le verrai. Vous savez ce que je vous ai dit à propos de ces filles d'Agfam ? » Il s'est tu et a tapé son nez d'un air conspirateur. « Gardez ça pour vous. » Ce message et le regard qu'il m'a lancé avant de partir étaient absolument clairs. Si j'avais dit quoi que ce soit sur notre conversation, il m'aurait causé de sérieux ennuis. Pour moi, c'était normal. Je savais qu'il racontait des bêtises sur Suzy et sa collègue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les virements bancaires prennent autant de temps ? Ce n'est qu'en commençant à travailler dans une banque que j'ai réalisé qu'ils gardent votre argent le plus longtemps possible pour pouvoir l'utiliser à leur profit. Les banques disent que cela a du sens puisque l'argent ne reste généralement pas sous forme de liasses de billets ou de piles de pièces enfermées dans un vieux coffre. Les banques modernes sont très habiles à utiliser votre argent au profit des banquiers et de leurs bonus. La banque où je travaillais ne faisait pas exception. Les transferts de tout montant supérieur à 3 chiffres prenaient 3 jours à traiter, donnant à la banque 2 nuits pour faire de l'argent sur les marchés du crédit. Pour compléter cela et réduire ses risques à court terme, la banque détenait également des portefeuilles d'investissement auprès de gestionnaires de fonds d'investissement, dont Agfam. L'homme responsable de cette activité lucrative était Jeremy Robbins, le gestionnaire d'investissement de la banque, dont la petite équipe d'adjoints très bien payés était autorisée à effectuer des transactions et des investissements avec tout cet argent temporairement détenu. Jeremy était un petit homme arrogant en costume rayé et lunettes épaisses. Je connaissais un peu Jeremy grâce aux conversations avec des collègues, dont Sam Sutherland, qui faisait partie du même groupe de diplômés que moi. Sam était affecté à l'équipe de Jeremy, et ce dernier lui faisait apporter du café, réserver des salles de réunion et organiser son emploi du temps. Aucune de ces tâches n'aurait dû être confiée à Sam, mais il savait que se plaindre se retournerait contre lui. Je n'aurais probablement pas interrogé Sam sur les relations de notre banque avec Alpha General si je ne l'avais pas croisé quelques jours après le rendez-vous. J'étais assis à la cafétéria du personnel, savourant un croque-monsieur pour déjeuner, quand il s'est assis à côté de moi. Nous avons bavardé de la météo et d'autres choses, mais bientôt Sam a commencé à se plaindre des dernières tâches humiliantes que Jeremy lui avait confiées. « Je n'ai rien appris d'utile sur la banque », m'a-t-il dit. « Je ne suis qu'un garçon de course pour Jeremy. Il m'a même fait récupérer son pressing l'autre jour. C'était déjà assez pénible d'agir comme son secrétaire personnel, mais là, c'est trop. Donc tu dois organiser toutes ces réunions, ai-je demandé. Oui, je dois réserver les salles, confirmer les horaires avec les participants et programmer des rappels sur son calendrier personnel. A-t-il beaucoup de réunions ? Ce sont surtout des réunions internes de direction,
Mais il a aussi des réunions régulières d'évaluation de performance chaque semaine environ avec notre gestionnaire de compte chez Agfam. On fait beaucoup d'affaires avec eux, mais organiser ces réunions est un vrai casse-tête. Pourquoi ? Ça prend une éternité pour joindre cette femme et elle ne peut jamais réserver de salle de réunion dans leur bureau. Jérémy doit toujours la rencontrer à l'hôtel Scatlantic, qui est juste à côté d'Agfam. Les poils de ma nuque ont commencé à se hérisser. Je connais des gens chez Agfam, ai-je dit. Qui est cette femme ? Janet Strong, a-t-il répondu. Non, ai-je dit avec indifférence. Je n'en ai jamais entendu parler. Suzy préparait déjà le dîner quand je suis rentré ce soir-là. Je suis allé me changer, enfilant mon jean et mon t-shirt Brewdog préféré, j'ai pris une punk IPA dans le frigo et nous nous sommes installés pour déguster son excellent chili con carne. Quand Suzy m'a demandé comment s'était passée ma journée, cela m'a donné l'occasion que je cherchais. Tout se passe comme d'habitude, mais j'ai parlé à l'un de mes collègues et il m'a dit que la disponibilité des salles de réunion est devenue un problème. Avez-vous le même problème ? Eh bien, cela dépend de la taille de la réunion, répondit-elle. Pour les grandes réunions, cela peut poser problème, mais nous avons beaucoup de petites salles de réunion. La plupart sont équipées pour la visioconférence, donc les examens et les décisions d'investissement sont tous enregistrés en vidéo et en audio. De cette façon, il ne peut y avoir aucun malentendu sur ce que le client nous a demandé de faire. Comme c'est intéressant, ai-je répondu. On dirait que vous avez tout bien organisé. Nous avons quelques salles de téléconférence dans notre bureau, mais les petites salles de réunion sont assez basiques. Pour moi, c'était un moment à la Hamlet. Nous n'étions peut-être pas au Danemark, mais j'avais le sentiment que quelque chose était pourri. Il semblait que l'incapacité de Janet Strong à réserver une salle de réunion chez Agfam était basée sur le fait alternatif qu'elles étaient toutes réservées. Cependant, je n'allais pas discuter avec Suzy de ce que Janet Strong et Jeremy Robbins pouvaient faire à l'hôtel Scatlantic, alors j'ai changé de sujet et nous avons parlé de nos projets pour le week-end. Les prévisions météo semblaient bonnes et Suzy et moi prévoyions une promenade à travers les collines de Pentland, qui s'étendent au sud de la ville, la séparant des terres agricoles vallonnées du Midlothian. La vue sur la ville et le Firth of Forth est magnifique quand le temps est clair. Le lundi, j'ai appelé Alan Johnston. Après quelques persuasions, il a accepté de me rencontrer au Grangeford Bar ce soir-là après le travail. Avec ses hauts plafonds ornés et ses miroirs étincelants, c'est un endroit animé presque tous les jours, mais le lundi c'est généralement calme et je savais que nous ne serions pas entendus. Nous nous sommes installés dans l'un des box d'angle en bois avec 2 pintes d'IPA. Alors de quoi voulais-tu parler qui ne pouvait pas attendre, JD ? M'a-t-il demandé. Pour être honnête, Alan, il s'agit d'allusions, ai-je répondu. Ils m'ont eu. Je pensais que ce serait comme ça. Tu l'as mentionné quand Suzy et moi nous sommes mariés. Oui, je ne sais pas quoi dire, a-t-il répondu. Claire m'a dit que Suzy était un esprit libre, mais c'est son ex-petit ami, Bobby Jackson, qui l'a entraîné dans ces soirées sexuelles haut de gamme dont les gens parlent. Tout cela était nouveau pour moi. Suzy et moi n'avions jamais discuté en détail de nos histoires passées, mais je n'allais pas empêcher Alan de révéler tous les détails sur ce que Suzy avait fait avant de me rencontrer. A-t-elle été forcée de faire quelque chose contre sa volonté, lui ai-je demandé. Non, Claire dit que Suzy aimait ça, mais Bobby avait l'esprit tordu. Il aimait la regarder avoir des relations avec d'autres hommes et il prenait beaucoup de photos, sans vraiment essayer de les cacher. Avez-vous vu ces photos, ai-je demandé. Personnellement non, mais Claire dit qu'elle les a vues. Elle dit qu'elle montre Suzy en train de danser horizontalement avec certains membres de l'élite d'Édimbourg. Rien de trop bizarre cependant. Rien de pervers. Merci, Alan. En tout cas, je me demande si elle me cache quelque chose. Elle a eu plein d'occasions de tout dire. Peut-être qu'elle essayait de préserver tes sentiments. Elle a rompu avec Bobby quand elle a découvert qu'il montrait ses photos. C'était avant qu'elle ne te rencontre, donc elle a probablement peur de dire quoi que ce soit parce que tu penseras qu'elle est mauvaise. De toute façon, c'est du passé maintenant. Claire a eu une conversation à cœur ouvert avec elle le soir de votre mariage et Suzy lui a dit qu'elle ne ferait jamais rien pour te blesser. D'accord. Je suppose que j'ai toujours su que Suzy était aventureuse sexuellement. D'après ce que tu dis, je pense qu'elle était vulnérable et que son ex-petit ami en a profité. Il l'a exploitée. Espérons que personne d'autre n'aura la même idée. C'est ça, a dit Alan.
Nous avons continué à parler de nous réunir tous les 4 pour dîner bientôt et avons décidé de proposer l'idée à nos femmes et de les laisser choisir la date. Pour autant que nous sachions, Suzy et Claire ne s'étaient pas parlé depuis un bon moment. Les choses ont mal commencé la semaine suivante quand la vieille chaudière à gaz a décidé de faire grève. Ni Sue ni moi ne pouvions la démarrer, malgré des tentatives répétées de la réinitialiser. Finalement, nous nous sommes contentés de faire bouillir de l'eau dans la bouilloire de la cuisine pour une toilette tiède plutôt qu'une douche froide. Notre propriétaire, le petit Davy, était un homme plutôt sympathique, mais très radin et ne voulait pas investir dans une nouvelle chaudière. Alex, le brave type de Kingston Gasfitters and Plumbers qui avait réparé la chaudière la dernière fois, nous a expliqué que plusieurs composants usés causaient le problème. En d'autres termes, la chaudière souffrait de vieillesse. Cette fois, après plusieurs coups de téléphone, Davy a réussi à convaincre Alex de venir le lendemain matin pour essayer d'arranger quelque chose. J'ai appelé Suzy pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais elle n'était pas impressionnée. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion importante mardi à laquelle elle ne pouvait pas manquer, donc je devrais rester à la maison et attendre que le plombier vienne réparer la chaudière. La banque est très flexible en ce qui concerne le télétravail lorsque le travail au bureau n'est pas possible, donc j'ai pu obtenir la permission de mon patron sans trop de difficultés. Nous avons tous des ordinateurs portables ou des tablettes ainsi que des téléphones mobiles, donc rester connecté est facile. L'ambiance à la maison ce lundi soir était plutôt froide, notamment parce que le chauffage central ne fonctionnait pas à cause d'un problème de chaudière. Suzy était un peu soulagée que les bureaux d'AGFEM comme le nôtre aient des douches pour les employés qui viennent à vélo au travail. Elle prévoyait d'apporter un sac avec des articles de toilette et une serviette pour se rafraîchir avant sa grande réunion. Le dîner était un curry de poulet au micro-ondes qui n'avait absolument aucun goût. Je n'avais pas particulièrement faim, mais j'avais une question à poser à Suzy. Tu gères le portefeuille d'investissement de la ville chez AGFEM? Eh bien, en fait, il y a plusieurs personnes en charge de divers fonds d'investissement et des opérations connexes, mais je suis la gestionnaire de compte. Pourquoi tu demandes? Je me demandais, c'est tout. Elle m'a regardé avec curiosité. Je me demande quoi? Comment va la ville financièrement? Elle a semblé soulagée. Idiot. Tu sais que je ne peux rien te dire sur nos clients. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises quoi que ce soit, ai-je répondu, essayant de ne pas montrer mon anxiété croissante. Le lendemain, je travaillais sur un rapport de développement commercial pour la banque en attendant qu'Alex arrive. À 11h30, il n'était toujours pas là. Alors j'ai appelé Kingston pour savoir ce qui n'allait pas, et ça tombait bien. La femme d'Alex, qui était sur le point d'accoucher, avait accouché prématurément, et il attendait maintenant avec impatience la naissance de son premier enfant à la maternité du Simpson Royal Infirmary. Kingston a laissé un message à Davy pour l'informer qu'Alex n'était pas disponible et que quelqu'un d'autre viendrait mercredi, mais personne ne m'a informé du changement de plan. Je dois admettre qu'avoir un bébé est une très bonne raison de ne pas venir réparer la vieille chaudière. C'était gênant d'être sans chaudière pendant encore une journée, mais les enfants sont plus importants que les chaudières, tant pour l'alphabet que pour toute autre raison à laquelle je peux penser. J'espère que tout se passe bien pour Alex et sa femme. En attendant, j'ai décidé de suivre l'exemple de Suzy en apportant des articles de toilette et une serviette au bureau pour me doucher et me rafraîchir avant de terminer la journée. J'ai terminé le projet de rapport, je me suis fait un sandwich pour le déjeuner, j'ai rassemblé mes affaires et j'ai pris le tram vers 13h30. Le tram se déplaçait lentement vers l'ouest à travers le centre-ville, passant devant l'hôtel Scoutlandic en chemin. C'est alors que j'ai remarqué Suzy qui marchait dans la rue et l'ai vue tourner et entrer dans l'hôtel. L'hôtel avait un café et un restaurant, et je voulais croire que Suzy allait simplement prendre une collation ou un café. Je voulais aussi croire que Janet Strong était simplement incompétente dans l'organisation des réunions et que l'hôtel Scoutlandic était simplement un lieu de rendez-vous pratique. Le problème était que je ne pouvais pas en être sûr. Je suis descendu du tram au prochain arrêt et suis retourné à l'hôtel à pied. Je pouvais vérifier le café et le restaurant. Si Suzy m'avait vu, j'aurais simplement dit que je l'avais remarqué depuis le tram et avais décidé de m'arrêter pour lui parler de la chaudière. Il ne m'a fallu que quelques minutes pour marcher jusqu'à l'hôtel, mais il n'y avait aucune trace de Suzy dans le hall, le café ou le restaurant. Je ne pouvais pas vérifier les toilettes des femmes, mais je me suis assis à proximité et ai décidé d'attendre quelques minutes au cas où elle y serait. C'est alors que Teflon Tom est entré.
Il a traversé le hall d'un pas décidé sans regarder dans ma direction, a appuyé sur le bouton de l'ascenseur, les portes se sont ouvertes, et il a disparu à l'intérieur. Les panneaux indicateurs montraient que l'ascenseur s'était arrêté au 3e étage. J'avais un mauvais pressentiment en m'approchant de la réception de l'hôtel. Le jeune homme derrière le comptoir a levé les yeux quand je me suis approché. « Désolé, ai-je dit. J'ai besoin de contacter votre cliente, mademoiselle Suzanne Dunn. Puis-je appeler sa chambre ? Bien sûr, monsieur. Laissez-moi vérifier. C'est le numéro 329. Je peux vous connecter d'ici ou vous pouvez appeler depuis les téléphones du hall. Composez simplement le numéro de chambre. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, alors je suis allé au téléphone du hall et j'ai composé le 329. Allô, a-t-elle dit. Cela suffisait pour reconnaître sa voix. J'ai pris mon meilleur accent allemand. Frau Fischer ? Non, a-t-elle répondu. Il n'y a personne de ce nom ici. Désolé. Faux numéro, ai-je dit avec un accent allemand et j'ai raccroché. Il n'y a pas de fumée sans feu, ai-je pensé en montant les escaliers du hall jusqu'au 3e étage 10 minutes plus tard. Pour ce que j'avais en tête, je devais être prudent. J'avais besoin de plus de preuves pour être sûr de ce que Suzy faisait dans la chambre 329 et j'avais assez attendu. Dans le couloir du 3e étage, il y avait un panneau d'alarme incendie sous verre. Je l'ai brisé avec mon coude et le son de l'alarme était assourdissant. J'ai eu le temps de me cacher derrière les distributeurs automatiques et la machine à glaçons avant que la porte de la chambre 329 ne s'ouvre. Téflon Tom est sorti en premier, ses lacets détachés et sa veste et sa cravate à la main, rentrant sa chemise dans son pantalon et se dirigeant précipitamment vers l'issue de secours. Il fut suivi par Suzy, qui s'arrêta un instant, s'appuyant contre le cadre de la porte pour enfiler rapidement ses chaussures avant de se précipiter derrière lui, boutonnant son chemisier en marchant. J'en avais assez vu pour mes besoins et je n'allais pas essayer de les rattraper. J'étais furieux, mais j'avais d'autres plans. J'ai attendu encore 1 minute avant de descendre et de quitter l'hôtel, certain que Suzy et Téflon Tom étaient hors de vue le plus rapidement possible. Puis j'ai pris le prochain tram jusqu'à mon bureau. Sam Sutherland profitait d'une journée sans course pour Jeremy Robbins, qui s'était envolé pour Londres pour une réunion de l'équipe de direction. Je l'ai trouvé à son bureau, lisant des documents pour l'un des examens que nous devions tous passer en fin d'année. « Je pense que je peux te rendre service », ai-je dit à Sam. J'ai parlé à mes amis chez AGFAM. Ne le dis pas à Jeremy, mais je pourrais peut-être arranger quelque chose pour qu'il n'ait pas à utiliser le café de l'hôtel Scotlandic. Sam a souri. C'est super. Il doit rencontrer Janet Strong lundi prochain à 14h. Je verrai ce que je peux faire, ai-je répondu. Prenant exemple sur Téflon Tom, j'ai tapé mon doigt sur mon nez et ajouté « Assure-toi juste de garder ça pour toi ». Je n'avais aucune intention d'organiser une salle de réunion pour Jeremy et Janet, mais Sam ne le savait pas. Bien sûr, il a été un peu déçu quand je l'ai recontacté plus tard dans la journée pour lui dire que ça n'avait pas marché. Peut-être la prochaine fois, a-t-il dit. On verra, ai-je répondu, mais j'avais d'autres plans pour Jeremy et Janet. Il y a plusieurs agences de détectives privées à Édimbourg dédiées aux enquêtes sur l'adultère, mais elles ne pouvaient pas ajouter grand-chose à ce que j'avais vu de mes propres yeux. À quoi bon ? Je n'allais pas rassembler plus de preuves que Suzy me trompait. Cependant, je voulais laver mon linge sale et l'Edinburgh Daily Post semblait le meilleur endroit pour le faire. Le dernier scandale découvert par le Post concernait l'extorsion d'entrepreneurs en construction par un groupe de fonctionnaires municipaux qui se remplissaient les poches. Les fonctionnaires étaient maintenant les invités de Sa Majesté en prison et l'homme qui avait fait tout le travail acharné pour les y mettre était Dan Weatherstone, le reporter en chef des enquêtes du Poste. Je l'ai appelé et lui ai donné un bref résumé de ce que je pensais qu'il se passait et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain matin pendant que Kingston réparait la chaudière. C'est étrange comme nos émotions changent rapidement. 1 minute on gagne la partie et la minute suivante on perd. La coupe semble gagnée puis perdue. La défaite s'échappe des mâchoires de la victoire. Ce changement soudain de la joie au désespoir est vraiment déroutant et je suppose que la même chose se produit avec l'amour et la haine. Ce n'est pas que je détestais soudainement Suzy, mais je la méprisais pour ce qu'elle avait fait. Je ressentais de la douleur et de l'humiliation et j'allais m'assurer qu'elle ne s'en sorte pas facilement. Il y aurait des confrontations et des conversations douloureuses, mais pour l'instant, je voulais profiter de ce que nous avions avant que tout ne disparaisse. Samedi,
J'ai loué une voiture et Suzy et moi avons roulé vers le nord jusqu'à St Andrews en suivant la route côtière à travers East Neuk, nous arrêtant dans l'un des vieux villages de pêcheurs en chemin pour prendre des photos et déguster les crabes et homards vendus à un étal sur la jetée. Le soleil brillait et le sourire de Suzy semblait chasser les nuages de pluie. Nous avons déjeuné à St Andrews et marché main dans la main le long de la vaste plage de sable à côté du vieux parcours. Le vent s'est progressivement levé et il est vite devenu évident qu'un orage se préparait alors que nous retournions à la voiture. Ce soir-là, alors que la tempête arrivait de la mer du Nord et que la pluie tambourinait sur les fenêtres de l'appartement, il n'y avait aucun signe. Nous avons dîné légèrement avec du saumon fumé accompagné d'un excellent sauvignon blanc néo-zélandais, puis nous sommes allés nous coucher tôt. Quand je suis revenu de la salle de bain après m'être brossé les dents, elle était allongée sur le dos sur le lit, complètement nue, s'exhibant devant moi. Elle a levé les bras pour m'attirer vers elle, mais je voulais prendre mon temps. « Je t'aime JD », a-t-elle murmuré à mon oreille. « Je t'aime aussi Suzy », ai-je murmuré en retour, sachant que je disais la vérité, mais sachant aussi que mon amour pour elle avait été mortellement blessé et endommagé au-delà de toute réparation. Le mardi de la semaine suivante, Suzy avait des nouvelles pendant le dîner. Mon patron a été suspendu pendant qu'une enquête est en cours. Tout est très secret et on ne nous a pas dit de quoi il s'agit, mais j'ai entendu une rumeur selon laquelle cela aurait un rapport avec du proxénétisme. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Peut-être qu'il a utilisé des informations privilégiées pour son gain personnel ou quelque chose comme ça. J'étais surpris que Suzy ne comprenne pas et ne soupçonne rien. J'aurais pu ne rien dire, mais je n'allais pas manquer l'occasion de semer le doute. Peut-être, ai-je répondu, mais je n'en suis pas sûr. Le mot proxénète vient de Pandare, le nom du vieil homme lubrique qui a arrangé la liaison entre les deux personnages principaux dans la pièce de Shakespeare Troilus et Cressida. Suzy semblait perplexe. Et quel rapport cela a-t-il avec le délit d'initié, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Un panda est un proxénète qui fournit des services sexuels, donc l'enquête pourrait être liée au trafic sexuel. Peut-être que ton collègue a payé pour du sexe et fourni de fausses dépenses. Suzy fronça les sourcils et je pensais qu'elle semblait un peu inquiète. Je ne comprends toujours pas. Je veux dire, pourquoi Bobby ferait-il quelque chose comme ça? Attends une minute, dis-je. Je croyais que ta patronne était Erika Smith. Elle est la directrice du département, mais Bobby Jackson est mon chef d'équipe. Je vois, répondis-je alors qu'une autre pièce du puzzle se mettait en place. On dirait que tu devras attendre de voir ce qui se passe. Tout deviendra probablement clair bientôt. Quand je suis rentré mercredi soir, Suzy était en larmes et il m'a fallu un moment pour qu'elle parle des dernières nouvelles. Elle était bouleversée, mais aussi furieuse d'avoir perdu son emploi. J'ai été licencié pour faute morale, bon sang. C'est quoi ce bordel? Ils ont essayé de me l'expliquer, mais j'ai dû chercher dans le dictionnaire. C'est à cause d'un acte ou d'un comportement qui viole gravement les normes acceptées. Je n'avais aucune idée que nos contrats avaient une clause sur le licenciement pour faute morale. Ce sont des hypocrites, des menteurs, des salauds à double face. Quelqu'un d'autre a été licencié pour la même raison? Ai-je demandé, bien que je sois presque sûr de la réponse. Bobby Jackson et Janet Strong ont été licenciés pour la même raison, répondit-elle, puis ajouta. Bobby a été suspendu hier et il semble que Janet ait eu le même traitement. Je me demandais si elle allait me raconter toute l'histoire à ce stade. Alors dis-moi comment tout s'est passé, ai-je demandé. C'est arrivé si soudainement. J'ai été convoqué à une réunion avec Erika et le responsable des RH était là. C'est là qu'ils m'ont annoncé la mauvaise nouvelle. Licencié immédiatement, bon sang. Sans aucun préavis, je n'ai même pas pu retourner à mon bureau. Le responsable des RH m'a accompagné jusqu'à la porte d'entrée, a pris mon badge et m'a rendu la veste et le sac que quelqu'un avait apporté pendant que j'étais en réunion. Suzy a décidé de me parler des événements de la journée mais pas de ce qui y avait mené. Elle n'était pas plus proche d'expliquer tous les détails et j'ai conclu qu'il faudrait attendre que le linge sale soit étalé et aéré. Suzy pensait avoir des motifs pour faire appel de son licenciement mais elle ne voulait pas expliquer ses raisons et je ne voulais pas en faire un sujet de discussion. Après son explosion initiale, Suzy s'est repliée sur elle-même et nous avons passé une soirée tranquille devant la télé. Le jeudi après-midi, j'ai rapporté un exemplaire de l'Edinburgh Daily Post. Au-dessus des photos de Suzy et Hutton se trouvait le titre « Gérer sa mallette ».
Le Post peut révéler en exclusivité que la police enquête sur des preuves d'irrégularité dans les relations d'affaires entre Alpha General and Financial Asset Management Limited et ses principaux clients, notamment une ville et une grande banque. Il s'avère que l'homme chargé de garantir les dépôts réguliers au nom de la ville n'est autre que Teflon Tom Hutton. Il a été vu quittant la chambre 329 de l'hôtel Skutlandic après avoir rencontré une employée d'Agfam qui aurait été licenciée pour faute morale. La situation pourrait devenir encore plus délicate pour Hutton, qui brigue sa réélection lors des élections de la semaine prochaine. Entre-temps, le Post a appris du personnel d'Agfam qu'il ne manque pas de petites salles de réunion bien équipées dans leurs bureaux, qui sont juste au coin de l'hôtel Skutlandic. Il n'y avait aucune trace de Suzy et, pour autant que je puisse en juger, toutes ces affaires avaient disparu. Cela ne m'a pas beaucoup surpris. Le journal est publié tôt et arrive dans les kiosques locaux avant midi. Il existe également une version en ligne qui contient des vidéos et des audios accompagnant les versions en ligne des articles du journal. J'ai envoyé un court message à Dan Weatherstone le remerciant pour l'article et lui rappelant de supprimer le clip vidéo que j'avais filmé à l'hôtel Skutlandic qu'il avait utilisé pour illustrer la version en ligne de l'article. Je ne voulais pas que ce court clip de Suzy quittant la chambre 329 reste sur le site du Post plus longtemps que nécessaire. Après tout, sa personnalité n'intéressait guère le public. Cependant, la scène de Teflon Tom pouvait tourner en boucle autant que possible en ce qui me concernait. J'ai reçu un SMS de Suzy le soir de son départ disant qu'elle partait vers le sud pour rester un moment chez ses parents. Elle n'est jamais revenue à Édimbourg et je lui ai envoyé les papiers du divorce à l'adresse de ses parents. Nous nous sommes brièvement rencontrés quelques mois après son départ lorsque j'étais à Londres pour affaires bancaires. Elle m'a expliqué comment Bobby lui avait obtenu un poste chez Agfam au départ et que les faveurs sexuelles pour Teflon Tom et quelques autres personnes étaient peu de choses comparées à ce qu'elle avait fait avant. Elle considérait cela comme des affaires et considérait sa vie professionnelle et personnelle comme deux existences séparées. Il semble que l'amie de Suzy, Claire, soupçonnait que le léopard n'avait pas changé ses tâches, ce qui expliquait le refroidissement de leur amitié. Mes sentiments pour Suzy ont changé. Nous nous sommes brièvement rencontrés quelques mois après son départ lorsque j'étais à Londres pour affaires bancaires. Elle m'a raconté comment Bobby lui avait initialement trouvé un emploi chez Agfam et que les faveurs sexuelles pour Teflon Tom et quelques autres personnes n'étaient que peu de choses comparées à ce qu'elle avait fait auparavant. Elle considérait cela comme de simples affaires et voyait sa vie professionnelle et personnelle comme deux existences distinctes. Il semble que Claire, l'amie de Suzy, soupçonnait que le léopard n'avait pas changé ses tâches, ce qui expliquait le refroidissement de leur amitié. Mes sentiments pour Suzy ont changé. Je l'aimais encore dans une certaine mesure, mais je la voyais désormais comme une femme douce et jolie, mais déchue, avec un cœur généreux. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas du genre à pardonner et oublier, comme Bobby Jackson, Jeremy Robbins et Tom Hutton l'ont découvert. Bobby a reçu une peine de 3 ans pour proxénétisme. Jeremy a décidé de prendre une retraite anticipée de la banque après avoir reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser, et Tom a été rejeté par les électeurs. Sa troisième épouse a demandé le divorce, le laissant pratiquement sans ressources pour de futurs investissements ou activités de divertissement.